par la suite. Et je vais laisser, monsieur Louis, en l'occurrence, se présenter, parce qu'il va faire ça encore bien mieux que moi. Il pourra un peu plus vous expliquer ce qu'il fait exactement et quel est son parcours. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez, soit les poser dans le chat, soit, lever la main pour qu'entre 2 slides, on puisse vous donner la parole. Monsieur Louis est un fervent, je ne vais pas dire admirateur, mais demandeur en tout cas d'avoir des interactions avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Il est là pour répondre à vos interrogations, pour que vous compreniez bien, le cadre de la directive machine. Donc, comme d'habitude, c'est pas parce que c'est une personne externe à l'ECAM qu'il faut vous montrer timide. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà, monsieur Louis, je vous cède la parole. Je reste, en backstage, s'il y a le moindre problème, la moindre question, je suis, connecté, à mon PC, juste, en train d'écouter ce que vous racontez, donc n'hésitez surtout pas. Ok, parfait. Merci bien. Bonjour à tous. Donc, on va passer quelques moments ensemble ce matin sur une information sur la directive machine. Comme Monsieur Rouchard l'a indiqué, n'hésitez surtout pas à interagir. Bon, c'est un peu particulier. C'est la première fois d'ailleurs ici que je donne cette information en visioconférence. Maintenant, depuis un an, on donne de plus en plus de formations en ligne. Pour moi, ce n'est toujours pas la même chose que du présentiel, mais bon, on n'a pas vraiment le choix, donc on est bien obligé de passer par là. Donc n'hésitez surtout pas à interagir, à poser vos questions, à m'arrêter. Donc Monsieur Rouchard sera un petit peu, comme on disait, en backstage pour me faire signe si vous posez une question et comme ça il pourra m'interrompre et alors je pourrai y répondre directement. Donc ce n'est pas une matière qui est super compliquée, mais ce n'est pas super évident non plus. Ici, en 3 heures, on va devoir résumer énormément les choses. Donc, c'est une formation moi, que je donne en 2 jours. Ici, vous allez avoir vraiment un condensé sur 3 heures. Donc, c'est parfois un petit peu difficile. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à appeler à l'aide. Donc, comme Monsieur Rouchard disait, je travaille dans la sécurité machine, mais au départ, je ne suis pas spécialisé en sécurité machine, tout simplement parce qu'il n'y a aucune étude comment qui permette d'être spécialisé en sécurité machine. Donc, mon cursus, j'ai commencé enfin, j'ai terminé plutôt mes études, j'ai fait un bachelor en automation et en électricité industrielle. Et alors pendant 6 à 7 ans, j'ai été responsable de projet en automation et en électricité industrielle dans une petite société au Luxembourg. Et en 2004, notre société a été réengagée par un fabricant machine et c'est à ce moment-là que j'ai été confronté non pas pour la première fois à la sécurité machine, parce que dans le boulot d'automaticien, on y était de temps en temps confronté, mais la première fois que j'ai vraiment été confronté à la problématique de la directive machine qui s'applique pour les fabricants de machines. Donc j'ai pris à ce moment-là le poste de responsable d'un département de sécurité machine à l'intérieur de cette entreprise. Et c'est donc depuis 2004 que je suis rentré finalement dans cette législation et je me suis spécialisé d'année en année pour en 2015 créer ma propre société donc de consultance et d'engineering en sécurité machine. Donc je travaille on va dire, vers deux types d'entreprises. La première partie, c'est les fabricants purs et durs de machines. Donc, je les aide à tout ce qui est leur dossier technique. On en parlera tout à l'heure. Mais à ce qu'il ait un dossier technique complet, une analyse de risque et une sécurisation de leur machine pour qu'ils puissent faire une certification complète de leur machine. Et alors, je travaille également du côté de l'utilisateur qui, eux, parfois intègrent des nouvelles machines dans leur installation ou font de la mise en conformité ou de l'amélioration de la sécurité sur des anciennes machines. Donc, je fais à peu près 50% de mon temps d'un côté et 50% de mon temps de l'autre. Donc, voilà pour la présentation un petit peu de mon cursus. Donc, depuis 2015, maintenant, j'ai ma propre société et ça continue. Donc, et je donne pas mal de formations également, que ce soit aussi chez des utilisateurs, comme on en parlait, que chez des fabricants. Donc, on va démarrer la petite information ici sur la directive machine. Donc, qu'est-ce que l'on va voir exactement aujourd'hui? On va voir plusieurs choses. Je vais vous expliquer un tout petit peu, mais très rapidement, qu'est-ce que les directives, qu'est-ce qu'on entend par directive. Puis, on parlera de la directive machine. On suivra par la directive équipement de travail, donc plutôt les aspects légaux. Et alors, ensuite, on rentrera vraiment plus en détail dans cette fameuse directive machine qui est d'application actuellement. On parlera également de tout ce qui est plus pratique à ce niveau-là, au niveau de la directive machine. Et enfin, on fera deux petites introductions, c'est-à-dire une petite introduction sur l'appréciation des risques et une introduction également sur les normes.
Et alors, on parlera d'une norme un peu spécifique, mais qui est importante finalement pour vous, surtout pour tout ce qui est automatisme. C'est le N ISO 13849-1. Mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail maintenant. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Alors, de où viennent ces fameuses directives? Ça vient tout simplement du marché européen. Donc, les directives viennent de ce fameux marché européen qui a été créé finalement en 1957. Ça a pas mal bougé et d'ailleurs, j'ai dû changer mon slide il n'y a pas tellement longtemps. Donc, début de cette année, ça a encore légèrement changé début de cette année parce que le Royaume-Uni a décidé de prendre son envol et de nous quitter. Mais finalement, grosso modo, actuellement, ce marché européen compte 27 pays et ce qui représente environ 450 millions d'habitants. Donc, ces directives s'appliquent à tous ses ressortissants. Alors, d'où vient cette communauté européenne, comme on l'a indiqué? Ça vient du traité de Rome, qui a institué cette communauté européenne. Et bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, hein, c'est pas le but ici de vous donner de où viennent les lois, etc. Mais c'est vraiment important de comprendre qu'il y a deux types de directives. Et ces deux types de directives, elles viennent de deux articles qui ont été, je ne veux pas dire créés, mais qui ont été en 1987 la base de tout ce qui était matière de sécurité dans la communauté européenne. Donc la communauté européenne était vraiment une communauté économique au départ, mais à un certain moment, on s'est dit, tiens, ça serait quand même bien qu'en matière de sécurité, au niveau européen, tous les pays aient plus ou moins les mêmes niveaux de sécurité. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu deux articles qui ont été créés, grosso modo un article 100A et un article 118A. Il ne faut pas retenir, hein. Ce qui est le plus important, c'est de retenir que on a créé à ce moment-là des directives donc, qui proviennent de l'article 100A, qui sont des directives à caractère économique. Et on a créé également de l'autre côté, donc du côté de l'article 118A, des directives à caractère social. Donc c'est deux types de directives totalement différentes. Alors, le problème, c'est que ces deux directives, à un certain moment, on va s'en rendre compte, se superposent. Alors, pour donner quelques exemples quand même, pour que vous sachiez un petit peu qu'est-ce qu'une directive sociale et qu'est-ce qu'une directive économique. Donc voilà quelques exemples. Le but au départ des directives sociales donc, qui ont été créées au niveau de la communauté européenne, c'est de donner de la sécurité et de la santé dans le milieu de travail. Donc c'est viser à donner un niveau minimum dans toutes les entreprises de sécurité pour que aussi bien un travailleur, je vais dire polonais, qu'un travailleur français, qu'un travailleur belge soit en sécurité, si l'on peut dire, lorsqu'il fait son travail. Alors, il faut savoir que c'est des directives qui ne sont pas totalement harmonisées. Alors, qu'est-ce qu'on entend par harmoniser? C'est-à-dire que les directives, normalement européennes, doivent être retranscrites dans le droit du pays. Donc, elles ne peuvent pas être appliquées telles quelles, elles doivent être retranscrites dans le droit du pays. Donc, c'est ça qu'on appelle harmoniser dans le droit du pays. Donc, elles n'y sont pas totalement. Donc, tous les pays ne prennent pas ces directives pour les mettre dans dans leur législation, même si ça évolue quand même dans le sens que tout le monde commence quand même à les suivre. Et alors, elles s'adressent à qui, ces directives sociales? Elles s'adressent aux employeurs. Donc, c'est des directives qui s'appliquent aux gens qui emploient des personnes, donc à n'importe quel employeur. L'ECAM est l'employeur de M. Rouchard, donc l'ECAM doit respecter ces fameuses directives sociales. Alors le deuxième côté des directives ou des deuxièmes types de directives sont les directives économiques qui, elles, sont plutôt des directives qui s'appliquent à tout ce qui est sécurité produit. Alors produit dans tous les produits. On va le voir tout à l'heure, j'ai deux slides qui expliquent un peu les quelques directives économiques et sociales qui existent en Europe. Et vous allez voir que les produits, ça peut être aussi bien des jouets que des équipements de protection individuelle, que la machine ou bien d'autres choses. Alors pourquoi ces directives ont été instituées au niveau de la communauté européenne? C'est tout simplement pour garantir une libre circulation des biens et des services dans la communauté européenne. Et elles sont toutes complètement harmonisées, donc toutes transposées dans le droit du pays. Et elles s'appliquent à qui, ces fameuses directives européennes et économiques? Aux fabricants de produits.
Alors, j'ai bien mis quelques exemples de directives actuelles, au niveau qui existent actuellement au niveau des directives sociales. Directive sociale, c'est un peu particulier. Il y a une directive cadre qui est finalement la directive mère qui institue la sécurité santé dans le milieu du travail, et elle a donné lieu à plein de directives filles. C'est pas vraiment le bon terme, mais je dois dire, entre spécialistes au niveau de tout ce qui est législation, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle. Et les directives FI, c'est par exemple tout ce qui est directive sociale pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Tout ce qui est utilisation d'équipements de protection individuelle. Mais ça peut être également tout ce qui est directive sociale pour tout ce qui est femmes enceintes ou personnes handicapées. Au niveau des directives économiques, comme on disait, ça s'applique aux fabricants de produits, et on va en parler suffisamment aujourd'hui, par exemple la directive 2006-42 qui s'applique aux fabricants de machines ou considérés comme machines. Vous allez voir tout à l'heure que la machine n'est pas la seule se trouvant dans le champ d'application de cette fameuse directive. Alors vous avez d'autres directives comme la compatibilité électromagnétique, la directive basse tension, etc., etc. Alors ça, c'est simplement les petits slides comme je vous expliquais juste avant pour vous donner quelques-unes des directives économiques actuelles, et également, vous verrez en rouge les directives qui précédaient celles-ci. Donc on voit qu'au niveau directive qui s'applique vraiment aux fabricants de produits, on a la directive machine, mais on peut avoir également la directive équipement sous pression. Donc c'est pour tous les fabricants qui fabriquent des équipements sous pression. On va pouvoir aller par exemple voir la directive sécurité jouet, la directive bateau de plaisance. Donc voilà, vous voyez que ça s'applique à énormément de produits mis sur le marché au niveau de la communauté européenne par des fabricants. Les directives sociales, en voilà quelques-unes également. Directives, comme j'expliquais, proviennent d'une directive cadre qui a été modifiée donc maintenant par la toute dernière 2007-30, etc. Et toutes ces directives, les 20 plus ou moins directives, parce que certaines n'en sont pas réellement, sont des directives filles de cette fameuse directive mère, si on peut dire. Donc, il faut bien savoir qu'il y a une grosse différence entre les directives économiques et sociales parce qu'elles ne s'appliquent pas du tout aux mêmes personnes. Alors simplement pour vous montrer une petite différence, si je reviens maintenant sur les directives économiques, vous allez remarquer à un certain moment que vous voyez ici une directive équipement de protection individuelle. Donc c'est même un règlement, mais j'en toucherai un petit mot, la différence entre les règlements et les directives, même si ça ne change pas grand-chose au niveau légal. Donc on voit qu'ici, vous avez une directive équipement de protection individuelle qui s'applique, elle, aux fabricants des équipements de protection individuelle. Donc, par exemple, si vous avez une personne qui fabrique des gants anti-coupure, cette directive s'applique à ce fabricant de gants anti-coupure. Et vous allez voir qu'étonnamment, lorsqu'on va passer sur les directives sociales, vous allez vous retrouver également avec une directive équipement de protection individuelle. Maintenant, elle a un nom un peu différent, on dit directive utilisation EPI. Donc, c'est deux directives totalement différentes. La première que je vous ai expliquée s'appliquait aux fabricants du produit, vraiment du gant anti-coupure. Et maintenant, la deuxième ici, la directive sociale, s'applique aux utilisateurs de ces équipements de protection individuelle. Donc, dans cette directive, on va indiquer que l'employeur doit fournir des équipements de protection individuelle nécessaires à ses employés pour qu'ils puissent faire leur travail sans risque. Par exemple, ici, c'est de gants anti-coupure, fournir les gants anti-coupure pour manipuler, par exemple, du verre. Donc, et les bons gants anti-coupure, parce qu'on sait que les gants anti-coupure, ça peut être pour beaucoup d'applications différentes. Donc voilà la différence vraiment entre la directive économique et sociale. Donc je ne sais pas si vous avez déjà des questions à ce niveau-là. C'est vraiment important de comprendre la différence entre les deux. Donc, je ne sais pas s'il y a une main qui se lève ou si tout a l'air clair. N'hésitez pas à réagir. Hein. Je pense Monsieur que tout Louis a ne sait l'air pas clair. trop ce qu'il en est. Mais Tout, j'imagine que ça doit être clair. tout est clair. Parfait, Ok, merci. parfait. Donc maintenant, on va passer plus sur réellement rentrer dans la directive machine. Donc tout d'abord, mais qu'est-ce que c'est cette fameuse directive machine? Mais comme on vient de l'expliquer, c'est une directive économique.
Son objectif, donc, tel qu'il est défini, c'est garantir la libre circulation des biens et services à l'intérieur du marché en éliminant les entraves du libre-échange et surtout celle due aux divergences entre les réglementations nationales. On va le voir tout à l'heure, auparavant, avant la directive machine, mais chaque pays imposait un peu ses règles au niveau sécurité. Donc, si vous vouliez fabriquer une machine pour l'Italie, vous deviez suivre les règles qui étaient dictées en Italie. Si vous deviez fournir cette machine en Allemagne, c'était la même chose. Vous deviez respecter les règles qui étaient en Allemagne. Le problème de ça, c'est que certains pays dont on vient de parler, l'Allemagne, étaient beaucoup plus stricts que d'autres pays. Et alors, ça fermait un peu leur marché. Donc, ça évitait, entre guillemets, c'était bien pour les Allemands, ça évitait que d'autres fabricants européens puissent facilement vendre des machines en Allemagne. Évidemment, quand la directive économique européenne a été, la communauté européenne économique a été créée, le but c'était de faire des échanges justement entre pays. Donc cette directive a vraiment eu comme but d'éviter qu'il y ait trop de divergences et d'instaurer un niveau minimum de sécurité pour toutes les machines et grâce à ça que ces machines puissent être, on va dire, distribuées, mises en service dans toute la communauté européenne. Alors, il faut savoir que dans la directive machine et dans les autres directives également, ça ne contient que des exigences essentielles. Et l'exigence essentielle de la directive machine, c'est une machine ne peut en aucun cas être un danger pour la sécurité et la santé des personnes, des animaux ou des biens. Donc on ne parle pas que des personnes, on parle des animaux et des biens. C'est-à-dire que lorsque vous allez fabriquer une machine, celle-ci ne doit pas vous faire exploser la moitié de votre entreprise parce que vous allez la mettre en service dans votre entreprise. Donc voilà, ce n'est pas uniquement les personnes, mais bien d'autres choses. Et dans les biens, on en parle de plus en plus évidemment maintenant, l'environnement en fait partie. Donc la même chose, la machine ne doit pas on va dire, polluée, ou même lorsqu'elle va être démantelée à la fin de sa vie, il va falloir prendre en compte tout ce qui est récupération, tout ce qui est recyclage de la machine. Alors, à qui s'applique cette fameuse directive machine? Elle s'applique à tout fabricant de machines. Donc, vous allez voir souvent dans les slides ici des petits trucs entre parenthèses du style, voilà, DM, article 2.i. C'est à cet endroit-là dans la directive machine que vous allez pouvoir retrouver, donc à l'article 2.i, ce que l'on entend par un fabricant de machines. Qu'est-ce qu'un fabricant de machines? C'est évidemment la personne qui la fabrique, ça tout le monde le savait, mais c'est également la personne éventuellement qui est établie en communauté européenne. C'est-à-dire, si vous faites venir une machine de Chine, des États-Unis ou n'importe quoi, mais souvent, vous allez avoir un mandataire en communauté européenne de l'entreprise qui va être, lui, considéré comme fabricant. Donc, il faut absolument que ce soit une personne qui soit établie en communauté européenne. C'est tout simplement, en cas de litige, pour pouvoir aller le chercher par la peau du dos, on va dire, et le mettre devant un tribunal. Attention à ça, parce qu'on a énormément d'utilisateurs finaux qui, pour des questions économiques, se sont dit, tiens, je vais acheter une machine en Chine, ça me coûte terriblement moins cher que de l'acheter, par exemple, en Italie ou même en Belgique, et je la mets en service dans ma propre société. Qui devient alors le mandataire et qui devient considéré comme fabricant? C'est l'utilisateur qui a fait venir la machine en Europe. Donc beaucoup d'utilisateurs finaux ne se rendent pas compte qu'ils sont devenus fabricants. Donc en cas de problème avec cette machine, ils ne pourront même pas se retourner contre le fabricant chinois, ce sera eux ou une personne de chez eux qui sera considérée comme le fabricant de la machine. Et alors, évidemment, les mêmes obligations s'appliquent à toute personne qui assemblerait des machines, des parties de machines, des composants de sécurité, etc., ou qui construit la machine même pour son propre usage. Donc vous faites votre petite machine dans votre garage, vous la fournissez à votre voisin qui se blesse avec, vous êtes considéré comme le fabricant de la machine. Donc vous devez avoir, grosso modo, tout le dossier technique, toute la note d'utilisation et tous les documents légaux à votre disposition normalement. Donc ça, c'est assez rare quand même. Donc fabricant, ça peut être quand même beaucoup de monde. Alors, on va parler, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Oui, la directive machine est obligatoire. Elle doit être, comme on en parlait tout à l'heure, retranscrite dans le droit du pays. Donc, si elle est retranscrite dans le droit du pays, c'est une loi. Donc, vous n'êtes absolument pas censé l'ignorer. Donc, si vous avez construit votre petite machine dans votre garage et que vous la fournissez à votre client, votre voisin qui se blesse, etc., et puis que ça va bien plus loin, vous ne pourrez pas dire, tiens, je ne savais pas que je devais faire ceci ou cela. C'est une loi, donc personne n'est censé l'ignorer. Donc, évidemment,
s'il y a non-respect de cette loi, ben, vous avez des sanctions. Alors les sanctions peuvent être diverses et les sanctions se retrouvent dans la directive machine, donc après retranscrites dans le droit du pays. Donc il y a deux types de sanctions. Il y a des sanctions économiques. Donc, on va dire, ben voilà, vous ne pouvez plus vendre votre machine ailleurs, par exemple, si vous êtes fabriqué qu'en Belgique. Vous n'avez plus la libre circulation, vous ne pouvez plus la vendre ailleurs. Ou alors, ça va être un peu plus grave, on va empêcher la mise en service de votre machine. On va pouvoir aller jusqu'à la retirer du marché, vous êtes obligé de la retirer du marché, et vous allez même parfois être obligé d'aller racheter les machines ou récupérer les machines et reprendre les machines. Donc souvent, avant d'en arriver là, le fabricant a déjà fait faillite. Et alors, à côté de ça, il y a des sanctions pénales également. Donc les sanctions économiques, vous allez dire, bon, c'est pas tellement grave, enfin pas tellement grave. Je ne suis qu'un employé, etc. Donc voilà, c'est le problème de ma boîte. Mais il y a des sanctions pénales, et les sanctions pénales également, ça peut être des amendes, des emprisonnements et fermeture dans l'entreprise. Alors le fait de dire que vous êtes un simple ingénieur de l'entreprise et vous ne serez jamais responsable, etc., en cas de problème, c'est totalement faux. Pardon, oups. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce que l'employeur sera le responsable civil, mais en tant qu'employé, vous pouvez être considéré comme responsable pénal. Donc, c'est-à-dire aussi bien vous retrouver devant un tribunal, recevoir des amendes, de l'emprisonnement. Bon, faire remettre que dans l'entreprise, ce n'est pas pour vous. Donc voilà, c'est ce que j'aurais dû laisser aller. Je ne suis pas considéré personnellement comme responsable en tant que concepteur. C'est totalement faux. Alors évidemment, si vous êtes apprenti boulanger et que votre employeur vous a demandé de faire des calculs de résistance des matériaux et que c'est dû à ça que vous avez un problème, il sera quand même lui considéré comme responsable parce qu'il n'a pas délégué sa responsabilité à une personne compétente. Maintenant, si vous êtes compétent et si vous avez été engagé et si vous êtes payé pour faire ce travail, vous pouvez être pénalement responsable en cas de problème. Donc, ne l'oubliez jamais. Et n'oubliez jamais une chose, c'est, j'en parlerai très fréquemment, peut-être pas ici, mais dans les formations, j'en parle très fréquemment, documenter, documenter et documenter toujours tout ce que vous faites. Donc, c'est bien beau de vous dire, ah ben tiens, j'ai mon collègue, je m'entends super bien avec, etc. Il n'y a pas de problème, je lui fais confiance. Ce n'est pas qu'il ne faut pas faire confiance aux autres, mais documenter tout ce que vous faites pour pouvoir, si jamais un jour vous avez un problème, prouver votre bonne foi. Alors, je ne veux pas être super négatif, hein, ça n'arrive quand même pas super fréquemment qu'il y ait des problèmes graves, mais sachez une chose, c'est quand il y a un problème grave, tout le monde part en courant et personne n'est responsable, personne n'essaie d'être responsable. Alors, au niveau de la retranscription en droit du pays, comme on l'expliquait, hein, la directive doit être absolument transcrite dans le droit du pays, donc elle est incorporée dans le droit. Euh, Par contre, en cas de litige, c'est le droit national qui est d'application. Donc ça pourrait parfois poser problème parce que les pays sont obligés de retranscrire au minimum ce que la directive a indiqué, c'est des exigences essentielles, mais pourraient éventuellement rajouter des choses. Ou alors également pourrait définir plutôt quel est le tribunal ou quelle est l'entité qui pourrait vous appeler devant un tribunal, etc. Donc c'est ces petites choses-là qui diffèrent entre les pays. Alors au niveau du corps technique de la directive, il n'y a rien qui change en fonction des pays, excepté un tout petit peu sur le Luxembourg. Alors, au niveau des directives, ben ici j'ai pris un peu enfin, pas les retranscriptions, mais les retranscriptions des différentes directives machines. C'est plutôt la toute première directive machine, c'est la 89-392 CEE. Donc elle a été retranscrite dans les droits de pays France, Luxembourg, Belgique. Bon, je ne l'ai pas mis tous, hein, je mets les trois principaux, ceux qui nous entourent, on va dire, dans ces différentes lois et dans les arrêtés royaux. Donc cette directive a été modifiée plusieurs fois. À un certain moment, on a dit on refait une refonte, on remet tout dans une même directive pour que ça soit beaucoup plus clair, qui a donné lieu à la directive 98-37 CE. Et actuellement, on va avoir l'occasion d'en parler juste après. La directive machine qui est d'application maintenant, la 2006-42, qui elle a été retranscrite dans les droits du pays, pour la Belgique. Aujourd'hui, c'est ce qui vous touche, si l'on peut dire, c'est l'arrêté royal du 12 août, 2008. Donc regardez bien les dates, parce que vous allez voir un peu plus tard, c'est assez marrant. Donc en Belgique, on est pour une fois les premiers de la classe, pas les moins bons de la classe. Donc la directive est retranscrite au mois d'août 2008.
En France, c'était en novembre 2008. Et en Luxembourg, le mauvais élève de la classe, pour une fois, en mai 2010. Vous verrez, ça a eu un petit impact à cette époque-là, pendant quelques mois, mais on en parlera un tout petit peu plus tard. Alors, à partir de quand doit-on appliquer cette directive machine, ou à partir de quand les fabricants ont dû l'appliquer? Donc il y a deux dates. Ne retenez pas trop la première date, qui est le 1er janvier 93. La plus importante, c'est le 1er janvier 95. Mais bon, dans la directive, dans la première directive, la 89-392, c'était indiqué comme ça. Donc avant le 1er janvier 1993, comme on l'expliquait tout à l'heure, chaque constructeur devait constituer finalement un dossier technique en fonction du pays dans lequel il vendait sa machine. Pourquoi? Parce que les règles étaient différentes entre chaque pays. Donc, à partir ou entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 1995, on a donné la possibilité aux fabricants machines de soit continuer à travailler de cette manière-là, donc faire un dossier par pays dans lequel il voulait vendre sa machine, soit déjà de pouvoir travailler avec la directive machine, c'est-à-dire de créer un dossier unique qui était valable dans tous les pays. Par contre, à partir du 1er janvier 1995, il n'y a plus le choix. Tous les fabricants devaient respecter la directive machine et devaient constituer ce fameux dossier technique selon la directive machine. Donc retenez vraiment bien la date du 1er janvier 1995, c'est vraiment une date super importante. Alors, simplement pour revenir sur ce 1er janvier 1995, c'est super important parce que c'est la date qui est importante au niveau d'une machine. Donc, pour savoir, tiens, quelle est l'application, quelle est la directive qui s'applique sur une machine, c'est la date de mise en service de cette machine en communauté européenne. On retouchera un petit mot un peu plus tard aussi là-dessus. Donc, est-ce que vous avez déjà des questions sur cette partie-là, qui est plutôt un peu générale sur la directive machine? Non, pour le moment, c'est clair. Ok, donc on continue. Alors, maintenant, on va parler un tout petit peu de cette fameuse directive équipement de travail. Donc, cette directive équipement de travail n'est pas une directive économique, c'est une directive sociale. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure, il y avait vraiment les deux côtés, directive économique, directive sociale. Mais je vais quand même vous en parler parce que dans certains cas, elle peut s'appliquer aux machines. Alors, cette directive sociale, son but, c'est augmenter la sécurité et la santé des employés. Et l'obligation générale qui se retrouve dedans, c'est qu'un employeur doit prendre tout ce qui est nécessaire comme mesure pour que l'équipement de travail qu'il met à disposition de ses employés soit approprié au travail à faire et respecte évidemment sa sécurité et sa santé lorsqu'il l'utilise. Alors, à qui s'applique cette directive équipement de travail? À tout utilisateur d'un équipement de travail. Et dans l'équipement de travail, on a bien entendu la machine, mais pas que la machine. Il y a des appareils, des instruments, des installations. Donc il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent dedans. Mais la machine rentre quand même dans cette directive équipement de travail. Évidemment, on revient sur la même chose que tout à l'heure. C'est une directive qui est retranscrite dans le droit du pays, pas dans tous les pays malheureusement. Ici, au niveau en Belgique, France, Luxembourg, Allemagne, etc., elle est retranscrite dans le droit du pays. Donc, personne n'est censé ignorer la loi. On revient sur la même chose. Vous ne la respectez pas, vous risquez des sanctions. Donc, l'inspection du travail passe fréquemment dans les entreprises. Souvent après un accident malheureusement, mais peut passer à tout moment dans une entreprise et contrôler si les équipements de travail respectent bien cette fameuse directive équipement de travail. Et si l'entreprise respecte bien tout ce qui est législation sociale, pas uniquement celle pour les directives équipement de travail. On en parle pas mal maintenant avec le Covid. L'inspection du travail passe dans certaines entreprises pour voir si tout a été mis en place, les distanciations, la fourniture de masques, du gel hydroalcoolique, etc. Il passe pas mal pour l'instant dans les entreprises pour contrôler que c'est bien le cas ou que les gens sont en télétravail et ne sont pas au bureau alors que ce n'est pas nécessaire. Alors, au niveau de cette directive équipement de travail, la première, on va dire, directive équipement de travail, c'est la 89-655, qui, elle, découle de notre fameuse directive mère. Et cette fameuse 89-655, ce sont des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation des travailleurs au travail, d'équipements de travail. Alors, elle a été modifiée plusieurs fois et la toute dernière mouture, c'est la 2007-30.
Il n'y a pas des tonnes de modifications entre les directives, mais voilà. Donc la toute dernière qui est d'application actuellement, c'est la 2007-30, qui a été retranscrite dans le droit belge. Alors vous allez me dire, mais on parle de directive machine et maintenant on parle d'une autre directive sociale pour ces machines. Donc c'est un peu, on mélange un peu les choses. C'est comme j'expliquais tout à l'heure, le problème c'est que les directives économiques souvent se chevauchent avec des directives sociales. Alors quelle est son application justement au niveau de la machine pure et dure? Eh bien, tant mieux, on tombe, ce qui est logique, on va dire, mais sur la date charnière que je vous disais tout à l'heure, le 1er janvier 1995. Alors, ce n'est pas compliqué. C'est toutes les machines qui ont été mises en service en communauté européenne avant le 1er janvier 1995, ben, comme vous le savez tout à l'heure, ben, il n'y avait pas de directive machine spécialement qui s'appliquait à ces machines. Toutes les machines qui ont été mises en service avant cette date doivent satisfaire aux prescriptions minimales qui sont énoncées à l'annexe 1 de cette directive. Et éventuellement, s'il y a d'autres directives qui s'appliquent également, ben, vous allez devoir y répondre. Et ce, normalement, pour le 1er janvier 1997. Donc, tous les gens, à partir de 1995, ben, tous les utilisateurs, on va dire, d'anciennes machines, de machines qui avaient été mises en service avant le 1er janvier 1995, aurait dû, pour le 1er janvier 1997, ben, satisfaire à cette annexe 1 de la directive équipement de travail. Ça a été repoussé 2 ou 3 fois jusqu'en 2001. N'ayez crainte, actuellement, je travaille toujours sur des anciennes machines et on est toujours en train de faire de la mise en conformité ou de l'amélioration de la sécurité sur ces machines. Donc, beaucoup de personnes ont un petit peu de retard là-dessus. À partir du 1er janvier 1995, il n'y a pas de discussion. Là, on retombe dans la directive machine. Donc les seules questions vraiment à se poser lorsque vous vous retrouvez devant une machine, une ancienne machine, mais pour savoir quelle est la législation qui s'applique, c'est quelle est la date de mise en service en communauté européenne. Alors, il y a dans les annexes les points, les prescriptions minimales générales et dans le point 3, des prescriptions pour certains types particuliers d'équipements. Je vais prendre un exemple et vous allez voir que plus tard dans la directive machine, c'est un petit peu la même chose, mais nettement plus détaillé. Mais grosso modo, ici, la directive équipement de travail, on dit souvent que dans l'annexe 1 au point 2, il y a 19 points à respecter. Et par exemple, le point 2.1, le premier, c'est que les systèmes de commande d'un équipement de travail qui ont une incidence sur la sécurité doivent être visibles et identifiables, et ainsi de suite. Donc, on va vous parler de tout ce qui est système de commande, des arrêts d'urgence, des protecteurs. On va vous parler de plein de choses dedans. Il y a 19 points à respecter. Et lorsque vous allez avoir une société, par exemple, ou l'inspection du travail, ou une société comme AIB Vinsot ou SGS en Belgique, qui vont venir contrôler un ancien équipement, donc d'avant le 1er janvier 1995, ils vont prendre ces 19 points et ils vont indiquer est-ce que c'est conforme ou non conforme à ces points, et toutes les non-conformités devront être améliorées par l'utilisateur. Alors je reviens quand même juste un petit coup en arrière. Il y a une chose vraiment super importante quand on parle du 1er janvier 1995. Je vous l'ai répété 4 ou 5 fois, mais la date qui fait foi est toujours la date de mise en service en communauté européenne d'une machine. Donc imaginez-vous maintenant, vous êtes une société belge, vous avez une succursale au Japon, il y a une machine qui fonctionne au Japon depuis le 1er janvier, on va dire 1990, et vous dites, tiens, je leur rachète ou je la transfère sans leur racheter, et je la transfère sur mon site belge parce que je vais commencer à produire avec cette machine sur mon site belge. Qu'est-ce qui va être d'application pour cette machine? Ce ne sera pas la directive équipement de travail. Même si la machine date d'avant le 1er janvier 1995, sa mise en service en communauté européenne, si je la fais rentrer aujourd'hui dans mes ateliers, ce sera le mois de mars 2021. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est d'application au mois de mars 2021? La directive machine. Et ça pourrait poser vraiment de gros problèmes parce que on comprend bien qu'une machine du 1er janvier 1990 n'est pas du tout équipée comme une machine actuelle. Donc là, ça sera l'utilisateur qui aura l'obligation de mettre en conformité sa machine par rapport à la législation actuelle. Donc on a eu quelquefois le cas, moi, dans ma carrière, donc ça peut être sport, et souvent on n'arrive pas à faire la mise en conformité de la machine. Voilà, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous avez bien compris la différence entre les deux, ou est-ce que vous avez vraiment des questions à ce niveau-là? Ça va.
Voilà, je pense que j'espère que ça a été clair, mais sinon n'hésitez pas, hein. Même par après, M. Rouchard vous l'indiquera, si vous avez besoin, vous pouvez toujours envoyer un mail, vous pouvez toujours, si vous visualisez, etc., que vous avez une question, ben, n'hésitez surtout pas, vous pouvez revenir vers moi. D'ailleurs, il y a déjà des étudiants qui sont revenus assez fréquemment, donc moi, il n'y a vraiment pas de problème pour vous répondre. Entre autres dans le cadre de leur travail de fin d'études, hein. Ça arrive plusieurs fois qu'il y a des étudiants qui soient confrontés à cette problématique dans le cadre du TFE et qui se disent: «Ah mais monsieur lui avait une certaine expertise là-dedans» et voilà, monsieur lui, a la gentillesse d'être accessible à ce moment-là, donc il ne faut pas hésiter. Ben, je vais dire souvent, on se pose la question, c'est qu'on est le nez dessus. C'est pas Exactement. tellement qu'on va passer ici, qu'on va passer sur la formation, on ne se posera pas trop la question, puis qu'on va être le nez dessus, on va se dire, ah oui, tiens. L'important, c'est comme je dis toujours lorsque je donne les formations, même en 2 jours, 3 jours ou 5 jours de formation, parfois quand je les donne à des constructeurs machines, j'ai l'important, c'est de ne pas retenir, c'est de savoir où on peut aller rechercher l'information. Parce que c'est impossible de retenir l'ensemble. Maintenant, c'est clair que quand on est on va dire dans la législation tout le temps, etc. Ben voilà, vous me demandez n'importe quel article de la directive machine, je saurais vous dire où ça se trouve pratiquement à la page parce qu'on est tout le temps dedans. Mais quand vous n'y êtes pas fréquemment, la grosse importance, c'est de savoir au moins qu'il y a quelque chose et où aller le rechercher ou où demander pour retrouver votre information. Alors, la directive machine actuelle. Donc, on parlait tout à l'heure, il y a eu plusieurs directives machines, ça évolue dans le temps et elle est en train d'être modifiée actuellement. Normalement, en juin de cette année, il devrait y avoir une annonce pour dire, ben voilà, la nouvelle directive machine est là, le texte est là, et ce sera d'application à un certain moment. Maintenant, vu les conditions, je ne sais pas s'ils n'auront pas de retard, mais c'est prévu comme ça, donc en juin, il y aurait une annonce de la nouvelle directive machine, et qui serait d'application en 2023 ou 2024, mais on attend de voir un peu ce qui se passe au niveau de la communauté européenne. Alors, on va parler sur toutes celles actuelles. Donc, auparavant, avant la 2006-42, la directive était d'application, c'était la 98-37. Donc, un peu comme ça va se passer cette année, le 9 juin 2006, la communauté européenne ou le journal officiel de la communauté européenne a indiqué, ah ben tiens, une nouvelle directive machine vient d'être éditée. C'est la 2006-42 CE. D'ailleurs, le 2006 vient de l'année d'édition. Donc, on voit ici donc, le 9 juin 2006. Et dans cette directive, on indique que les États ont 24 mois pour la ratification. Ratification veut dire harmonisation dans le droit du pays, donc le passage dans la législation du pays. Ensuite, il y aura 18 mois pour la mettre en application. Donc, il n'y aura pas de modification pendant les 18 mois, mais le 29 du 12 2009 à minuit pile, on ne peut plus travailler avec la 98-37, il faut travailler avec la 2006-42. Alors, si vous vous souvenez tantôt, je vous ai parlé de quelques dates au niveau de l'harmonisation dans le droit des pays. L'arrêté royal belge a été édité, si on peut dire, ou je ne sais plus jamais le journal officiel, mais c'est pas le journal officiel, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant en Belgique. Le Mais moniteur belge? voilà, au Moniteur belge, a été édité au Moniteur belge en août 2008. Donc, on n'était pas trop mauvais, on n'avait que 2 mois de retard. Les Français en novembre 2008 avaient encore un peu plus de retard. Et le gros souci, c'était le Luxembourg qui, eux, ont une loi de mai 2010. Donc c'est une loi qui est arrivée alors que normalement la directive aurait dû être d'application depuis décembre 2009. Donc moi je travaille au Luxembourg à cette époque-là. Donc on a eu pendant quelques mois, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on suit la nouvelle directive mais qui n'est pas harmonisée en droit grand-ducal ou voilà. Donc nous on a suivi la directive, à savoir qu'entre les deux, il n'y a pas eu beaucoup, enfin il y a eu des modifications, mais ce n'est pas des modifications hyper importantes au niveau légal, ou alors qui n'étaient pas vraiment, qui ne nous touchaient pas réellement. Donc, à partir du 29 décembre 2009 à minuit, les fabricants machines ont dû appliquer la 2006-42. Alors, la date du 29 décembre, est-ce que c'est la date lorsque le fabricant reçoit la commande? Est-ce que c'est la date lorsque le fabricant vend sa machine, etc. On a eu plusieurs informations contradictoires, mais réellement, c'est la date qui fait foi, c'est la date de passation de propriété de la machine. Donc c'est au moment où la machine passe de la main du fabricant à la main de l'utilisateur. Donc c'est cette date qui fait foi. Donc vous auriez pu avoir une commande en début 2009 pour une fourniture d'une machine en mi-2010. Mais déjà à ce moment-là, le fabricant devait respecter la nouvelle directive parce que la passation de pouvoir, si on peut dire, sur la machine était en 2010, donc au moment où la 2006-42 allait être d'application. Alors,
De quoi se compose la directive machine? On va dire que ça se compose de 3 grosses parties. Il y a une première partie qui est 30 points plutôt administratifs. Ce sont surtout ces points qui sont modifiés lorsque l'on passe sur tout ce qui est transposition dans le droit national. Alors, comme j'explique à tout le monde, ne lisez jamais la directive machine à partir de la première page, parce que ces 30 points administratifs sont imbuvables et finalement ne vous apporteront pas grand-chose. Alors, la deuxième partie, ce sont 29 articles qui sont vraiment la partie juridique de la machine. Là aussi, je vais vous donner quelques articles importants à lire, mais surtout commencer plutôt par la troisième partie qui sont les annexes et surtout l'annexe 1, qui est une partie bien plus technique. Et lorsque vous allez rentrer dans les différentes annexes, il sera encore temps de revenir dans les articles parce qu'eux vont faire appel aux articles et vous allez comprendre nettement mieux les articles que de les lire un derrière l'autre. Donc, je ne dis pas que les articles ne sont pas importants, mais sont parfois difficiles à comprendre si on ne voit pas dans quel, à quoi ils s'appliquent réellement. Alors, je vais quand même vous donner quelques articles qui sont super importants et dans la directive, surtout les premiers. Donc, c'est là qu'on va passer maintenant sur la directive machine un peu plus en pratique. Alors, je vous ai quand même listé ici, malgré qu'il y avait un slide avec toutes les directives économiques actuelles, un slide avec les directives qui sont très souvent, auxquelles vous êtes très souvent confrontés en tant que fabricant machine. Évidemment, la directive machine. La directive basse tension, pourquoi? Parce que dès que vous allez mettre de l'appareillage électrique sur votre machine, donc un coffret électrique et d'autres choses, d'office, vous allez rentrer dans la directive basse tension. À savoir que cette directive basse tension est déjà comprise dans la directive machine. Donc, ce n'est pas un problème de ne pas la spécifier quand vous allez faire votre déclaration de conformité parce qu'elle est comprise dans la directive machine. Alors, la directive, évidemment, compatibilité électromagnétique. De temps en temps, si vous créez des équipements sous pression sur votre machine, la directive PED. Et si votre machine, par exemple, doit fonctionner dans des atmosphères explosives, la directive ATEX. Directive ATEX qui, elle, s'applique vraiment aux produits qui sont placés, qui sont créés pour être placés en zone explosive. Donc, c'est les 5 directives qui sont très fréquemment rencontrées lorsque vous travaillez dans la machine. Les 2 dernières, un petit peu moins parce qu'on arrive sur des machines un peu plus particulières. Alors, c'est pas compliqué maintenant. Vous allez vous dire, oui, c'est bien, il y a plein de directives, mais comment est-ce que je vais savoir quelle directive je dois appliquer et quelle directive je dois suivre? Eh bien, pas le choix. Vous allez devoir aller dans chacune des directives et vous allez devoir vous référer au champ d'application de ces différentes directives pour voir si celui-ci s'applique à votre produit. Donc, je reparle de produit et pas de machine ici parce que on peut avoir plein de produits différents. Donc, où est-ce que l'on retrouve le champ d'application? Actuellement, de plus en plus, ce champ d'application se retrouve dans l'article 1er des directives. Donc, au départ, lorsque les premières directives ont été éditées, ça se retrouvait un petit peu n'importe où. Maintenant, la communauté européenne a essayé de faire un canevas au niveau des directives pour qu'elles se ressemblent un tout petit peu toutes et pour que les gens aient plus facile à retrouver les informations dans ces directives. Donc ici, je vous ai mis 2 champs d'application de directives. Comme ça, vous voyez un tout petit peu de ce que l'on parle. Voilà, la directive basse tension, son champ d'application qui se retrouve pour l'article 1er, c'est que ça s'applique à tout ce qui est matériel électrique qui est destiné à être employé dans une tension nominale entre 50 et 1000 volts pour l'alternatif et entre 75 et 1500 volts pour le courant continu. Évidemment, dans la directive et dans ce champ d'application, parfois également, vous avez du matériel et des phénomènes qui sont exclus. Donc, il faut bien aller voir ce qui est dans le champ d'application et ce qui est exclu du champ d'application. Même chose ici, le champ d'application de la directive équipement sous pression. Donc je ne vais pas, c'est plus à titre informatif, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Alors, vous allez maintenant un petit peu travailler quand même. Bon, ça fait quand même maintenant 45 minutes que je parle. Donc, normalement, M. Rouchard vous a mis à disposition de la documentation. Je confirme. Voilà. Donc ici, voilà 6 produits. Vous allez devoir aller simplement lire l'article 1, donc le champ d'application de la directive machine. Et pour chacun de ces produits, indiquer s'il rentre bien, oui ou non, dans le champ d'application. Donc vous avez, on va dire, 5 grosses minutes, même 10 minutes, enfin on va dire pas 10 minutes, non, 5 minutes pour lire le champ d'application. N'hésitez surtout pas, le champ d'application se trouve à l'article 1, mais il y a un article qui est super important, c'est l'article 2. Pourquoi? Parce que lui va vous donner des définitions.
Par exemple, vous allez voir dans le champ d'application, ça s'applique à une machine, mais dans l'article 2, on va vous dire qu'est-ce qui est considéré comme machine. Donc il faut bien lire l'article 1 et bien lire l'article 2. Voilà, vous avez 5 grosses minutes. Levez éventuellement la main lorsque vous avez répondu, comme ça on verra un tout petit peu quand il y aura la plupart qui auront répondu, on pourra continuer. Voilà, c'est à vous de jouer. Et juste pour le préciser, tous les documents sont sur Claco, bien entendu, donc vous avez tout ça à disposition là-bas. On vous laisse travailler 5 petites minutes.
Voilà, je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de lire et de chercher, entre guillemets, la solution aux exercices ou pas, si on peut débriefer ou pas. J'ai pas terminé de lire, moi, mais je suis peut-être le seul. Moi non plus, j'ai pas encore tout à fait fini. On laisse encore 2 minutes, alors pas de souci. Voilà, on va corriger. Je sais que ça ne vous laisse pas beaucoup de temps, c'est un peu, comment voilà, et ça va un petit peu vite. Maintenant, il ne faudra pas hésiter à aller relire ces 2 articles-là, parce que c'est 2 articles vraiment importants, déjà pour savoir si vous rentrez ou pas dans la législation machine et si vous devez la respecter. Donc c'est aussi important d'aller les lire pour, vous dire: non, je ne dois pas respecter cette directive», donc vous pouvez l'oublier. Maintenant, il faut parfois aller voir dans d'autres champs d'application, d'autres directives qui, eux, vont peut-être, s'appliquer à votre produit. Donc je ne sais pas comment Monsieur Rouchat voulait qu'on fasse, si on passe sur le premier produit et tout le monde, ceux qui répondent d'un côté lèvent la main, je ne sais pas exactement. Oui, on peut faire ça. Il n'y a pas de système de vote intégré là, Voilà, donc ça aurait été trop simple. mais Mais ça on peut. existe, hein. Je sais que ça existe sur Teams, mais il faut avoir la petite application en plus, mais bon. Ah, voilà, Mais bon, j'ai jamais utilisé ça. Oui, ou sinon, simplement dans le chat, hein, les étudiants peuvent dire ce qu'ils pensent, et comme ça permet ouais, d'un petit peu voir ce ok. qu'il en est. Donc, on va commencer par le premier produit. Donc, est-ce que ce premier produit rentre dans la directive machine, oui ou non, ou dans le champ d'application de la directive machine? Par contre, moi, je ne vois pas le chat. Ouais, alors donc on a des oui à l'appel. Pour l'instant, il n'y a que des oui. Donc, il n'y a que des oui. Tout à fait. Donc, on va dire que tous les oui ont raison. Donc, c'est assez simple, hein. Donc, c'est bien une machine. Il y a bien des mouvements qui se font de manière automatique. C'est une presse à grumes, on va dire, industrielle. Donc, oui, ça rentre bien dans le champ d'application de la machine et c'est bien considéré comme une machine. On va prendre maintenant le petit manège. Est-ce que, oui ou non, ça rentre dans la directive machine? Là, c'est les noms qui suivent. Et il y a une exception qui est citée. Matériel spécifique pour les feux de forêt et ou parcs d'attractions. Exactement. Donc, c'est bien ça. Ça ne rentre pas dans la directive machine parce que ça fait partie des exceptions. Donc, vous avez bien été jusqu'au bout de ce champ d'application où on indique tout ce qui est finalement jeté hors de la directive machine. Donc, effectivement, c'est matériel forain et la directive machine ne s'y applique pas. Troisième produit, oui ou non? Alors, c'est oui, et c'est inclus les accessoires de levage. Alors, s'il y a une majorité de oui, très bien. Mais
À savoir, il faut être bien sûr que c'est un accessoire de levage. Donc effectivement, ici, c'est bien un crochet de levage, donc c'est considéré comme un accessoire de levage. Donc vous voyez, c'est étonnant, on parle de directive machine, mais les accessoires de levage, tels que crochet, anneau de levage, élingue, chaîne, etc., rentrent dans la directive machine. Donc ça a l'air un peu étonnant. Maintenant, il faut faire très attention que ça soit bien considéré comme un crochet de levage, par exemple, et pas un crochet d'attelage. Donc ça, c'est justement votre déclaration de conformité, on en parlera plus tard, qui va réussir à vous dire, enfin, qui va vous indiquer quelle directive est suivie. Donc si dans votre déclaration de conformité ici, vous voyez que ça suit la directive machine, ben c'est parce que c'est un accessoire de levage, c'est bien un crochet de levage. Donc il faut bien faire attention, lorsque vous allez même aller acheter des accessoires de levage, que ce soit bien la directive machine qui a été suivie. On arrive au quatrième ici, le convoyeur. Alors, ici, on est plutôt sur des... Ah bah, c'est partagé. C'est logique, hein, plus on avance, ça partage. Tout à fait, tout à fait. Il y a du oui et du non. On nous précise qu'il y a dispositif amovible de transmission mécanique. Ah ben, finalement, l'étudiant qui avait noté ça, du coup, voulait dire oui, donc il y a plus de oui Voilà. que de non, alors. Alors, moi, ce que je demande ici, c'est est-ce que ça rentre dans le champ d'application, oui ou non? Ce n'est pas est-ce que c'est particulier encore dans la directive machine. Donc oui, ici, ça rentre dans le champ d'application de la directive machine parce qu'on voit un boîtier de commande avec certainement un moteur. Maintenant, ça n'aurait pas été la même chose si vous auriez une manivelle qui fait tourner votre convoyeur ou que ce soit un convoyeur gravitaire. Imaginez-vous que vous n'avez pas de moteur et que c'est un convoyeur gravitaire, il ne rentre pas dans la directive machine. Ici, il est motorisé, oui, il rentre dans la directive machine. Donc n'hésitez surtout pas s'il y a des petites choses en plus que vous voulez, ou des petites questions que vous posez en cours dessus, hein, il ne faut pas hésiter à vous les poser. Donc notre fameuse machine à coudre, est-ce qu'elle rentre ou non dans la directive machine? Donc j'ai quelqu'un qui a levé la main peut-être. En fait, j'avais une question du coup par rapport à l'équipement précédent. Parce que du coup, Oui. dans la directive machine, il est marqué inclut les dispositifs amovibles de transmission mécanique. Oui. Et a priori, sans le moteur, ça pourrait quand même être un système de transmission mécanique, non? Donc Oui, si vous avez par exemple une boîte, je sais pas moi, une boîte à vitesse, une boîte d'engrenage ou des choses comme ça, un démultiplicateur, lui peut rentrer dans la directive machine. Exactement, oui. C'est un dispositif amovible de transmission. Ok. Ok, merci. Oui. Donc notre fameuse machine à coudre, on est plus sur du oui, sur du non? Alors, on est plutôt sur du non. On nous a précisé que c'est exclu appareil électroménager à usage domestique, qui est visé par une autre directive. Alors exactement. Donc si vous avez l'occasion d'avoir une maman qui a encore une machine à coudre, etc., et vous pouvez aller voir la notice d'instruction de la machine à coudre, vous allez voir que la directive qui s'applique à tout ce qui est aux machines à coudre à usage domestique, c'est la directive basse tension et non pas la directive machine. Attention quand même, si comment vous êtes fabricant d'une machine et que vous fabriquez, c'est une machine industrielle. Ici, on voit bien que c'est une machine à usage domestique, mais c'est une machine industrielle de couture. Elle, par contre, rentrera dans la directive machine. Donc, c'est pour ça que la plupart des fabricants, lorsque ils délimitent leur limite d'utilisation de la... Oula, j'ai un retour. Donc, lorsque les fabricants donnent des limites d'utilisation de leur machine, ils indiquent bien c'est pour un usage domestique, par exemple, machine à coudre, ou c'est pour un usage industriel, parce que c'est ça qui va vraiment orienter vers une des directives ou une autre. Et alors, pour terminer le revolver, Là, on a des noms en masse. oui, donc là c'est assez clair, c'est exclu évidemment tout ce qui est arme à feu, etc. Donc c'est exclu. Donc c'était pour ceux qui n'avaient pas tout réussi avant, en avoir au moins un juste. Donc comme ça, mais c'est clair, c'est exclu de la directive machine. Voilà, est-ce que tout est clair sur le petit exercice ici? Oui, très clair. Tout est très clair. Parfait.
Ok, donc dans le champ d'application, vous avez vu, ça ne s'applique pas qu'aux machines, malgré qu'on parle toujours de directive machine. Donc il y a les équipements interchangeables, tout ce qui est composants de sécurité. Composants de sécurité, on peut appeler des relais de sécurité, des barrières immatérielles de sécurité, des interrupteurs de contrôle de porte, etc. de sécurité. Ça rentre également dans la directive machine. Les accessoires de levage, on en a parlé, tout ce qui est chaîne, câble, sangle, tout ce qui est dispositif amovible de transmission, on vient d'en parler également, et tout ce qui est quasi-machine. Quasi-machine, on va y revenir par après. Alors, il faut savoir aussi, vous l'avez vu, dans l'article 1, on voit également tout ce qui est exclu, donc c'est intéressant d'aller bien lire jusqu'au bout. Alors, dans la définition, vous avez été lire quelques définitions. La définition de la machine, je ne vais pas la repasser avec les 5 points qui expliquent qu'est-ce qu'une machine. Mais quelque chose d'important dans la directive machine et dans les définitions, c'est la définition de la quasi-machine. Pourquoi? Parce que cette définition de quasi-machine, elle va parler d'un type bien spécifique de machines qui sont visées par la directive machine, mais qui demanderont une procédure de certification un peu différente. Alors, qu'est-ce qu'une quasi-machine? C'est un ensemble qui constitue presque une machine, mais qui tout seul, lui, ne va pas pouvoir faire une application définie. Donc, par exemple, on parlait tantôt de système d'entraînement. Le système d'entraînement est une quasi-machine, mais tout seul sans moteur, ça ne sert à rien. Donc, lui est considéré comme quasi-machine. Et c'est uniquement incorporé, les quasi-machines ne peuvent être uniquement incorporées à d'autres quasi-machines ou machines pour finalement fabriquer une machine complète. Dans les articles, vous allez avoir plein d'autres articles. Je vais simplement vous indiquer l'un ou l'autre article que vous pourrez aller lire par la suite qui sont importants. Ils sont tous, mais il y en a ceux qui sont plus importants que d'autres. Article 3, on va l'oublier, l'article 4 aussi. L'article 5 est très important parce que c'est lui qui vous indique, l'article 5, tout ce que vous devez faire en tant que fabricant pour mettre sur le marché et mettre en service une machine sur le marché. Donc ils vont vous dire, vous devez constituer un dossier technique tel que un tel endroit, vous devez faire ceci tel qu'une telle annexe, et ainsi de suite. Donc ça, c'est fort important, l'article 5. L'article 6, c'est un peu le blabla pour dire que si vous respectez tout, libre circulation. L'article 7, présomption de conformité, normes harmonisées, on reviendra dessus tout à l'heure lorsqu'on parlera des normes. L'article 8, je les passe rapidement, je vais simplement m'arrêter. Moi, je vous ai tous cités comme ça, vous les avez devant les yeux pour ne pas devoir rentrer dans la directive machine. Et alors, vous indiquez vraiment ceux qui sont importants. Alors, article 12, article 13, très important. Article 12, c'est quelle est la procédure d'évaluation de la conformité machine. Donc, on vous donne les différentes procédures en fonction de ce que vous avez comme type de machine. On vous dit ce que vous devez réellement suivre pour pouvoir auto-certifier ou certifier votre machine. L'article 13, c'est identiquement la même chose, mais pour les quasi-machines. Donc, on voit l'importance ici de savoir quand vous avez un produit qui rentre dans la directive machine, est-ce que c'est une machine ou est-ce que c'est une quasi-machine. Article 14, on y reviendra plus tard. Le marquage CE en article 16. Donc tout ça, je passe, c'est assez, assez rédhibitoire à lire. On parlait tout à l'heure des sanctions, mais vous allez pouvoir les retrouver, ces fameuses sanctions, à l'article 23. Et on continue. Le reste, on indique simplement quelles sont les modifications par rapport à une telle directive, à quel moment l'ancienne directive est abrogée, à quel moment la directive doit être transposée, on en a parlé tout à l'heure. Et éventuellement des dérogations. Dans la directive machine 2006-42, il y avait une dérogation pour tout ce qui était pistolet à charge explosive, style pistolet, pour ne pas citer de marque Hilti, pour tout ce qui est tout ce qui est pistolet à charge explosive. Eux avaient une dérogation, ils ne devaient pas suivre la directive avant 2011. Donc on leur laissait 2 ans en plus pour pouvoir satisfaire la directive. L'entrée en vigueur, les destinataires, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc je passe très rapidement sur les articles. Donc n'oubliez pas les articles vraiment importants, le 1, le 2, vous l'avez lu, le 5, le 12 et le 13. C'est vraiment des articles à absolument aller lire. Alors on va passer aux exigences essentielles. On va commencer dans les annexes. Donc c'est ce qui est le plus agréable, si on peut appeler ça agréable, à lire, parce que c'est beaucoup plus technique et ça vous donnera beaucoup plus d'informations que les articles, et ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc la plupart du temps, dans les formations, je dis toujours aux gens, commencez à lire la directive par l'annexe 1. Alors l'annexe 1, ce n'est que les exigences essentielles de santé et de sécurité qui s'appliquent aux machines ou considérées comme telles. Alors il y a quand même 2 points hyper importants, même s'ils sont tous dans cette annexe. Le premier point,
c'est que le fabricant d'une machine ou son mandataire doit veiller à ce qu'une évaluation des risques soit effectuée afin de déterminer les exigences de santé et de sécurité qui s'appliquent à la machine. Et c'est seulement ensuite que vous devez concevoir et construire la machine en prenant évidemment en compte de tous les résultats que vous avez eus dans votre évaluation des risques. C'est une erreur qui est fréquemment faite par les fabricants, c'est que vous allez plutôt construire votre machine et puis vous allez vous poser la question, tiens, j'ai des risques, comment est-ce que je vais les couvrir? Cette façon de travailler, ça va vous coûter horriblement cher parce que vous n'aurez pas déterminé les risques avant la construction de la machine et vous n'aurez pas implémenté déjà les sécurités, les mesures pour diminuer les risques ou les éliminer dès la conception de la machine. Donc si vous ne le faites pas à la conception de la machine, vous n'arriverez évidemment pas à supprimer tout à la conception de la machine, mais si vous ne le faites pas à la conception de la machine, ça va vous coûter horriblement cher derrière, vous allez devoir rajouter des protections complémentaires pour certains risques que vous n'auriez pas couverts par des mesures intrinsèques, donc directement appliquées sur la machine. Donc ça, c'est un des premiers points hyper importants, c'est toujours bien faire votre appréciation de risque ou évaluation de risque avant la construction. Alors, il ne faut pas la faire avant la construction et ne plus continuer à la faire pendant que vous construisez votre machine ou pendant que vous mettez votre service en service votre machine, parce que vous allez parfois retrouver de nouveaux risques ou vous allez pouvoir recréer des risques pendant la conception. Donc, l'évaluation des risques vit pendant toute la durée de vie de la machine. D'ailleurs, lorsque vous faites une évaluation des risques machine, vous devez prendre en compte toutes les phases de vie de la machine, depuis le concept jusqu'à sa mise au rebut, en passant par le transport, le montage, la mise en service, évidemment la production, la maintenance, etc. Donc vous devez absolument prendre en compte dans votre évaluation des risques l'ensemble des phases de vie de la machine. Deuxième point important, c'est l'intégration de la sécurité. C'est tout au début également de l'annexe 1, c'est au point 1.1.2. On vous dit qu'on n'applique pas de mesures comme on le veut. Les mesures ont un ordre bien indiqué. Donc, évidemment, comme c'est une directive qui est transcrite en droit belge, donc dans le droit du pays, c'est une obligation légale de travailler dans ce sens-là. C'est pas vous faites si vous voulez bien. Donc, qu'est-ce que l'on indique? Lorsque vous faites votre appréciation de risque, après vous allez devoir appliquer des mesures. Elles doivent être dans un ordre bien précis. Les mesures, au départ, vous devez éliminer ou réduire les risques dans toutes les mesures possibles, avec intégration de la sécurité au concept dans la construction de la machine. Ensuite seulement, vous devez appliquer des mesures de protection complémentaires parce que vous n'avez pas réussi à éliminer tous les risques. Parce que votre machine, par exemple, s'il y a un cutter dedans, n'importe quoi, vous êtes bien obligé d'utiliser le cutter ou la lame coupante pour couper certains produits. Donc, c'est là et vous n'avez pas le choix parce que c'est dans votre machine. Donc, à ce moment-là, vous allez prendre des mesures de protection complémentaires. Et seulement, enfin, vous allez pouvoir informer les utilisateurs. Donc, en tant que fabricant, vous allez indiquer dans la notice d'instruction quels sont éventuellement les risques résiduels. Est-ce que les gens doivent être formés d'une manière particulière et est-ce qu'éventuellement ils doivent s'équiper d'équipements de protection individuelle pour travailler à certains endroits. Et aussi informer les utilisateurs, ça peut être des pictogrammes qui sont mis sur la machine. Alors je vais prendre un exemple tout simple que j'explique souvent parce que quand on parle par exemple à des ingénieurs mécaniciens, ils nous disent nous, l'analyse de risque, on n'en fait pas, on n'en a pas besoin. Souvent les gens font des appréciations de risque sans le savoir. Donc pour les ingénieurs mécaniciens, je leur demande toujours, tiens, quand vous faites une machine, est-ce que vous avez des angles vifs sur votre machine? Et la réponse, c'est souvent, non. Tous les angles vifs, on les casse. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? On va parler, en parlant des angles vifs. Ils se sont quand même posé la question, angle vif, donc risque de choc direct avec des angles vifs, on va casser les angles vifs pour éliminer ce risque. Donc là, on est bien dans une mesure de prévention intrinsèque. On a éliminé les angles vifs, donc on élimine le risque. Or, prenons en compte maintenant qu'on n'arriverait pas à casser les angles vifs pour certaines raisons. À ce moment-là, vous allez essayer de réduire les risques, c'est ça ne soit pas facilement accessible, vous positionnez des angles vifs pour qu'on ne puisse pas se cogner. Maintenant, si ce n'est pas possible non plus de réduire ce risque, vous allez peut-être devoir simplement rajouter des mesures de protection. Par exemple, un petit boudin ou une petite cornière de protection pour éviter que quelqu'un se cogne sur cet angle vif. Et seulement enfin, si ce n'est toujours pas possible, informer les utilisateurs en indiquant attention, là il y a un angle vif, éventuellement porter un casque ou porter pour éviter de vous cogner, etc. avec les angles vifs. Donc voilà un exemple de comment travailler dans l'ordre, on va dire, exigé par la directive machine transcrite dans l'arrêté royal d'août
ISO 2008 belge. Donc c'est très important de toujours faire dans ce sens-là, et souvent les gens le prennent à l'envers. Alors, dans cet annexe 1, il y a énormément d'autres points. Alors, moi, je vais les passer très rapidement, on ne va pas trop rentrer dans les détails, sinon on n'aura jamais le temps. Donc, le point 1, ce sont, dans l'annexe 1, point 1, c'est toutes des exigences essentielles de santé et de sécurité qui s'appliquent à toutes les machines. Je dis toutes les machines, c'est-à-dire à tout. Machines, accessoires de levage, etc. Donc, pas uniquement les machines, mais à tout ce qui rentre dans le champ d'application de la directive machine. Donc, dans ce point 1, je vais simplement citer les quelques titres. Vous avez tout au début des généralités. Au point 1.2, on va parler des systèmes de commande de votre machine, de votre installation. Ensuite, on parlera de tout ce qui est mesures de protection contre les risques mécaniques. Tout ce qui est caractéristiques requises pour les protecteurs et dispositifs de protection. Tout ce qui est des risques dus à d'autres dangers, dangers électriques, dangers hydrauliques, dangers pneumatiques. Tout ce qui concerne l'entretien. Et enfin, tout ce qui est information. Donc on voit qu'on rentre chaque fois dans des choses de plus en plus spécifiques, à savoir que lorsque vous allez arriver par exemple au point 1.6 entretien, c'est là qu'on parle de tout ce qui est maintenance. On indique également dissociation des énergies pour pouvoir travailler sur l'installation, etc. Et alors le point 1.7 est fort important parce que dans le point 1.7, vous allez avoir la notice d'instruction, c'est-à-dire toutes les informations que le fabricant va devoir fournir à l'utilisateur. Et si vous dites à un moment, tiens, qu'est-ce que je dois réellement fournir à mon utilisateur? Vous allez voir au point 1.7.3.4, et là vous avez la liste de tout ce que vous devez fournir à votre utilisateur pour qu'il puisse utiliser votre machine, évidemment, de manière safe. Donc c'est là que vous allez vraiment cadrer dans la notice d'instruction toutes les choses. On parlait tout à l'heure de donner des informations à l'utilisateur ou quelles sont les formations, etc. C'est par exemple dans cette notice d'instruction, vous allez donner les limites de votre produit. Donc limite de votre produit, c'est par exemple, j'ai une presse qui est là pour emboutir de la tôle d'aluminium de 4 mm. Cette presse doit être utilisée dans un milieu industriel intérieur et par des personnes formées, blablabla. Donc, vous éliminez déjà beaucoup de problèmes du fait de dire ça peut être n'importe qui l'utilise, ça peut être utilisé à l'extérieur. Donc, non, tout ça, vous n'allez pas le prendre en compte dans votre analyse de risque parce que vous avez bien cadré votre machine et votre limite d'utilisation de votre machine. Donc, tout ça se retrouve dans les informations. Alors, ensuite, dans l'annexe 1, il y a des points complémentaires. Donc, des choses qui s'ajoutent. Et ces points complémentaires, souvent, c'est pour des catégories de machines bien particulières. Donc, par exemple, le point 2, c'est des exigences essentielles complémentaires pour certaines catégories de machines. Ce sont pour les machines, par exemple, pour l'industrie alimentaire ou pour le cosmétique. Le point 3, par contre, ce sera encore des choses supplémentaires pour tout ce qui est danger dû à la mobilité des machines. Par exemple, avec une cabine de commande qui est sur une installation, sur une machine qui se déplace. Le point 4, là, ça va être tout ce qui est exigence encore complémentaire par rapport à tout ce qui est au point 1, pour tout ce qui est danger dû aux opérations de levage. C'est là, par exemple, que vous allez retrouver des indications sur ce que vous devez marquer sur les accessoires de levage, ce que vous devez donner comme information en plus que ce qui est donné dans le point 1 pour ces accessoires de levage, par exemple. Et alors, on va aller de plus en plus rentrer dans l'annexe 1, vous avancez dans les points, plus ça devient très spécifique. Donc, la plupart du temps, les fabricants machines doivent respecter évidemment tout ce qui se retrouve dans le point 1 et plus rarement tout ce qui se retrouve plus loin, vu que ça devient de plus en plus particulier. Donc, point 5, tout ce qui est machine destinée aux travaux souterrains. Et point 6, tout ce qui est machine qui présente des dangers particuliers dus au levage de personnes. Donc voilà, grosso modo, dans l'annexe 1 et dans les exigences essentielles, il n'y a pas énormément de choses. Mais vous devez, en tant que fabricant, respecter cette fameuse annexe 1 et les différents points, surtout le point 1 obligatoirement, et puis éventuellement le point 2, 3, 4, 5 en fonction de votre machine. D'ailleurs, lorsque vous allez quand vous allez par exemple avoir un organisme de contrôle qui va venir contrôler une machine, qu'est-ce qu'il va faire exactement ? Si c'est une nouvelle machine, donc après le 1er janvier 1995, ils vont prendre cette annexe 1 de la directive machine et ils vont passer chaque point et ils vont dire est-ce que c'est conforme ou non conforme.
Donc pendant la pause, ce que je ferai, je vais afficher un petit exemple, comme ça quand vous reviendrez de pause tout à l'heure, vers 10h15 je pense, je pourrai vous montrer, ben, tiens, voilà un contrôle de conformité d'une machine selon la directive machine, et voilà le contrôle de conformité selon la directive équipement de travail, c'est-à-dire une ancienne machine mise en service avant le 1er janvier 1995. Là, c'est un petit peu la même chose, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais différemment, c'est l'annexe 1 de la directive équipement de travail et les fameux 19 points. Alors, on arrive à l'annexe 2 dans la directive machine. L'annexe 2, cette annexe parle de déclaration de conformité. Alors, la déclaration de conformité au niveau de la directive machine, il y en a deux. Il y a soit une déclaration de conformité, on l'appelle déclaration 2A. Pourquoi? Parce que c'est l'annexe 2.1.A. C'est une déclaration de conformité machine. À ce moment-là, si vous faites une déclaration de ce type, vous allez devoir faire un marquage CE sur votre machine. Et alors, il y a une deuxième déclaration possible, c'est la déclaration 2B, annexe 2.1.B. C'est une déclaration d'intégration pour une quasi-machine. Donc, ça sera dans le cas où vous avez une quasi-machine, vous allez devoir non pas faire une déclaration de type 2A, mais de type 2B. Et ça, à ce moment-là, vous ne devrez pas faire un marquage CE. Pourquoi? Parce que votre quasi-machine, d'office, elle va devoir être incorporée ou assemblée à d'autres quasi-machines pour faire une machine complète. Et ce sera la machine complète qui sera visée par la déclaration de conformité machine. Donc ça, c'est vraiment important de savoir à un certain moment si vous avez une machine ou une quasi-machine, parce que vous n'allez pas devoir faire la même déclaration, vous n'allez pas spécialement devoir appliquer un marquage CE, et vous n'allez pas devoir non plus donner la même documentation. À savoir, comme on le disait tout à l'heure, que tout ce qui est composants de sécurité, eux sont considérés comme une machine, donc vous devez donner une déclaration de conformité machine 2A. Un accessoire de levage est considéré comme une machine, donc déclaration 2A également. Les seules choses pour lesquelles vous aurez besoin d'une déclaration 2B, ce sera la quasi-machine. Donc ça va vraiment être important de comprendre qu'est-ce qu'une quasi-machine et qu'est-ce qu'une machine. On arrive à l'annexe 3, qui est une annexe toute bête quand vous allez aller y jeter un œil. C'est le marquage CE. On vous dit, ben voilà, le marquage CE doit respecter ses initiales avec le graphisme suivant. Ce que je devrais mettre une fois, c'est montrer qu'un jour, il y a eu des produits qui sont arrivés en Europe avec un CE, mais qui était un peu écrasé. Qui était China Export, finalement, qu'on a indiqué. Donc, c'était vraiment, ça a été condamné, de toute façon, ça a été exclu à un certain moment. Mais voilà, c'est pour bien expliquer, ben, voilà le format et comment ça doit être présenté. Alors, le CE, finalement, que vous avez sur un produit, ben, c'est un passeport européen. C'est comme on l'expliquait tout à l'heure, ça vous permet la libre circulation de votre produit. Après, la plupart des CE, pas pour tout, hein, mais pour la machine, par exemple, la plupart des CE machines, c'est de l'autocertification. Donc, c'est le fabricant machine qui autocertifie sa machine. Donc, ça ne veut absolument pas dire que vous allez acheter une machine CE et qu'elle sera de qualité. Donc, c'est un petit peu un problème. Il n'y a pas d'obligation pour les machines non dangereuses de faire venir un organisme extérieur. Et alors, évidemment, vous avez l'obligation d'apposer ce CE. Ben, ici, on est dans le cadre de la machine, ben, sur tout ce qui est considéré comme machine ou tout ce qui est considéré par la législation en question. Donc, si vous avez un jouet ou que vous respectez la directive jouet, ben, si vous allez lire la directive jouet, on va vous dire ben, vous devez appliquer sur votre jouet un CE. Écoutez, vous pouvez regarder, hein, vous retournez votre PC, vous allez voir il y a un CE, ben, allez voir la déclaration de conformité pour savoir quelle est la directive qui est d'application. C'est ça qui est vraiment très important, c'est ne vous fiez pas à un CE qui se retrouve n'importe où. Le plus important, c'est d'avoir, si vous voyez un CE, c'est de demander la déclaration, parce que c'est elle qui va vous dire quelle est la directive qui est suivie. Alors, je prends l'exemple avec des gants, par exemple. Ben, certaines personnes m'ont déjà dit, ah ben j'ai acheté des gants, ils sont CE. Oui, mais je demande, ils sont CE pourquoi? Ils sont CE par rapport à quelle législation? Ah, ils sont CE, c'est des gants anti-coupure. Non, non, pas spécialement. Le CE sur les gants a peut-être été appliqué tout simplement parce qu'il respecte la directive jouet. Donc, demandez bien la déclaration de conformité pour savoir pourquoi le CE est appliqué et sous quelle législation. Il n'y a que ça qui va vous permettre d'être sûr et certain. Alors, ben, petit exercice et puis après, je pense qu'on fera la pause. Donc, maintenant,
vous savez que si vous avez une machine, ou considérée comme machine, vous devez faire un marquage CE sur votre équipement. Si par contre vous avez une quasi-machine, vous n'allez pas devoir faire de marquage CE. Donc ici, je vous propose 3 produits qui rentrent dans le champ d'application de la directive machine. Et pour chacun de ces produits, je vais vous demander, est-ce qu'il y aura un marquage CE sur le produit, selon la directive machine, oui ou non. Donc je vous laisse 5 petites minutes. Alors évidemment, n'hésitez pas à les lire le point G au niveau des définitions, donc de l'article 2, pour savoir relire exactement ce qu'est une quasi-machine. Voilà, je ne sais pas si on peut faire le débrief, si tout le monde a eu l'occasion de prendre une décision si on fait un marquage C ou non. Qui se jette à l'eau? On peut lever la main, mais on peut essayer de désigner et aussi ouvrir un micro si on veut. Alors, commençons par la toute première. Notre fameux convoyeur qui, vous savez, finalement, rentrait bien la directive machine, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, à votre avis, est-ce qu'il faut un marquage CE ou non sur ce convoyeur? Qui se lance? Allons, c'est le dernier effort avant la pause. Il y a bien un Ouais. petit volontaire, non? Ouais, sinon par le chat, hein, oui ou non, mais... A priori, on ne veut pas l'utiliser tout seul, donc c'est une quasi-machine. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve que c'est une machine?
Tout le monde est d'accord avec ça? Il y a un autre avis qui est le même dans le chat. Ouais. Alors, petite réponse de Normand. Donc la réponse, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors pourquoi? C'est vous, en tant que fabricant, qui allez le définir. Tout simplement. Pourquoi? Parce que si votre convoyeur est tout seul et vous permet, avec son boîtier de commande start-stop, de convoyer des boîtes de gauche à droite, c'est considéré comme une machine à part entière. Seul, il fait bien une fonction définie. Donc à ce moment-là, vous allez considérer ça comme une machine et indiquer, donc, faire un marquage CE sur votre convoyeur. Maintenant, si vous fabriquez le convoyeur et que vous savez, c'est un peu le cas ici, vous voyez qu'il y a une machine à l'arrière, vous voyez le câble qui est enroulé, tiens, elle va certainement être connecté à la machine précédente. Là, vous pouvez considérer votre convoyeur en tant que fabricant comme une quasi-machine. Et à ce moment-là, vous ne mettrez pas de CE sur votre machine. Donc c'est vraiment important, lorsque vous allez fabriquer un produit, de bien cadrer ça avec votre utilisateur final finalement, ou l'ensemblier final. Est-ce que c'est une machine, est-ce que c'est une quasi-machine? Parce que vous n'aurez absolument pas la même documentation à donner, dont la déclaration de conformité qui sera différente. Donc ici, c'est vraiment vous qui allez définir, j'ai une quasi-machine, j'ai une machine. Donc, en fonction de ça, si j'ai une machine, marquage CE, sinon, pas de marquage CE. Alors, notre fameux accessoire de levage, notre crochet de levage, est-ce qu'on applique un CE ou non? Donc là aussi, vous pouvez faire par le chat si vous voulez. Alors, on nous dit non. Ah, je voudrais bien savoir, un qui nous dit non, pourquoi? Tu peux prendre le micro, hein, Adrien, n'hésite pas. Oui. Je sais pas, mais on va pas l'utiliser tout seul, le crochet. Donc, moi, j'aurais pas mis le CE. Alors, c'est bien de penser comme ça, mais malheureusement, il faut un marquage CE. Parce qu'il est considéré, non pas considéré comme machine, mais comme il rentre dans le champ d'application, il est considéré comme une machine. Et si vous allez voir, si vous vous souvenez, dans l'annexe 1 tout à l'heure, on a dit qu'il y avait le point 4 qui parlait de tout ce qui était levage, ou risque spécifique dû au levage. Quand vous allez aller lire dans le point 4, justement, les accessoires de levage, dont les crochets, dont les anneaux, etc., ça sera bien indiqué qu'il faut une notice d'instruction un peu particulière, avec des points un peu plus spécifiques que la notice d'instruction de base, qui est spécifiée au point 1. Mais on vous dira également ce qu'il faut en plus du style. Tous les accessoires de levage doivent avoir un marquage CE apposé sur l'accessoire de levage. Plus d'autres choses, par exemple la CMU, c'est-à-dire la charge maximum utile. Donc il y a des choses parfois en plus pour ces accessoires spécifiques ou ces problèmes spécifiques, par exemple ici du levage. Donc oui, il vous faut absolument un marquage CE sur tous les accessoires de levage. Si vous avez l'occasion une fois de passer dans, je sais pas moi, même peut-être dans un bricot et ainsi de suite, et qu'on vous parle, on vous montre des élingues textiles par exemple de levage, n'hésitez pas à regarder sur les lingues, vous verrez, il y aura un marquage CE plus des informations complémentaires. On en arrive au dernier produit. Donc je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est. Donc c'est une barrière immatérielle, et ici c'est une barrière immatérielle de sécurité. Donc c'est une barrière qui permet de contrôler le passage soit d'une partie du corps, soit du corps entier, pour protéger une machine ou protéger une installation qui se trouve à l'arrière. Donc est-ce qu'il faut un marquage CE, oui ou non, dessus? Je ne sais pas quelles sont les réponses dans le chat, s'il y en a. Plus personne n'ose peut-être. Non, voilà, exactement. Il ne faut pas hésiter. Justement, c'est pour parler et pour expliquer. Mais... Donc, ici, c'est un composant de sécurité. Donc, oui, vous avez besoin d'un marquage CE. Alors, ce n'est pas parce que vous allez vous retrouver avec une barrière immatérielle, je ne parle pas spécialement d'une barrière immatérielle de sécurité, c'est pas parce que vous avez un CE sur votre barrière immatérielle que c'est une barrière immatérielle de sécurité. C'est comme je vous expliquais tout à l'heure, il faut absolument prendre la déclaration de conformité pour savoir pourquoi on a marqué le CE.
Donc, si vous avez une barrière immatérielle de sécurité, vous aurez une déclaration de conformité selon la directive machine. Par contre, si vous avez une barrière immatérielle qui est plutôt pour le process, pour savoir des hauteurs de charge, etc., là, elle aura un CE également, mais selon la directive basse tension. Alors, j'ai pris un petit exemple, je vais vous montrer un petit exemple ici, ce sera beaucoup plus simple. J'espère que je vais arriver simplement à le traîner sur le bon écran maintenant. Voilà. Donc, voilà une déclaration de conformité de chez Phoenix Contact pour un relais, je vais dire un relais. Alors, comment est-ce que je vais savoir si c'est un relais de sécurité ou un simple relais? Mais tout simplement en prenant la déclaration de conformité. Donc, j'ai deux déclarations de conformité. La première déclaration de conformité que j'ai ici pour un relais Phoenix Contact, cette déclaration de conformité, c'est fait par rapport à la directive compatibilité électromagnétique et basse tension. Donc, ce n'est pas un organe de sécurité, c'est un relais standard de chez Phoenix Contact. Maintenant, je prends une deuxième déclaration de conformité de chez Phoenix Contact et je me retrouve là avec une déclaration de conformité, mais qui est faite par rapport à la directive machine et compatibilité électromagnétique. Ce produit est un relais de sécurité de chez Phoenix Contact. Donc, on voit que chacun des deux produits a bien un marquage CE sur le produit, mais l'un par rapport à la directive machine et l'autre par rapport à la directive basse tension. Donc un est un composant de sécurité et l'autre est simplement un composant électrique standard. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment très important, c'est de bien prendre la déclaration de conformité pour savoir pourquoi le marquage CE a été appliqué. Donc voilà, donc après la pause, on passera sur les machines de l'annexe 4 et puis on continuera la formation. Donc je ne sais pas, la pause, on l'a fait jusqu'à quelle heure, monsieur Rouchard? Normalement, on fait un quart d'heure, donc comme il est 10h04, on va dire qu'on reprend à 10h20, si ça convient. Ok, ça va. C'est parfait, oui. À tout de tout à l'heure. suite.